Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco-essential for hygiene which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint which resembles us and brings us together. Tiof, Homemade by us, for Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Il est cinéaste, intellectuel engagé également. On lui doit Les Saignantes, Quartier Mozart, Le Président et j'en oublie certainement. On dirait de lui que c'est un subversif si on était à une certaine époque. Jean-Pierre Becolor, vous êtes notre invité, bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, le Parlement camerounais a adopté la loi sur les associations artistiques et culturelles. Beaucoup de voix se sont élevées contre ce texte-là. Qu'est-ce qui vous énerve dans cette loi? Je pense que c'est la vision qu'on a de la culture déjà. C'est la vision que le gouvernement a de la culture. D'abord, il faut rappeler que c'est le plus petit budget de l'État. 0,08%, pas 0,8, 0,08% du budget de l'État, c'est la culture. La culture, d'ailleurs, ça ne devrait pas s'appeler comme ça, parce que la culture, c'est nous. Dans nos langues, il n'y a pas un mot pour dire culture, parce que c'est notre identité propre. Donc nous sommes dans le prolongement du regard colonial sur nous-mêmes. Je m'amuse souvent à dire que les troupes de danse qui accompagnent le président à l'aéroport, c'est les mêmes troupes de danse qui accompagnent l'administrateur colonial à l'aéroport. Donc c'est ça la culture. Et je trouve que cette définition de la culture pose un sérieux problème. Donc ce regard-là est traduit aujourd'hui dans des lois. C'est-à-dire que les gens ne réalisent pas, par exemple, que l'administration a été pensée, organisée, structurée, avec le fonctionnaire qui a un statut des bâtiments publics pour apporter un service.
La culture, ça peut être exactement pareil. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'on organise la culture selon la définition qu'on en fait et que l'artiste a un statut comme le fonctionnaire, c'est-à-dire la retraite, le chômage dans certains pays et tout ce que ça comporte. Et puis maintenant, il y a les bâtiments, c'est-à-dire que les centres, disons des centres culturels, hein, on peut faire des performances, etc., etc. Donc moi je pense que le regard colonial se poursuit et le vrai problème que nous avons, et je vais le dire, c'est les petits fonctionnaires. C'est-à-dire que les petits fonctionnaires qui profitent donc de cette vision coloniale occidentale qui nous a été imposée parce qu'ils ont des petits privilèges, le fameux article 2. Oui. Et ne se disent pas qu'en dehors des fonctionnaires, il y a d'autres gens dans cette société-là qui peuvent apporter quelque chose. Mais ce qui est plus grave, c'est que c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire que ce qui fait notre passé, notre présent, notre être qui est nié et qui est finalement déconsidéré. Donc, la loi qui est votée, en fait, disons, met l'artiste sous le contrôle, d'abord d'une fédération, oui. Ça on peut en parler, oui. Mais surtout du ministère. Oui. C'est-à-dire que je m'amuse à dire comme un motomane, puisque nous sommes dans la débrouille, puisque au Cameroun, quand tu n'arrives à rien faire, tu fais la moto, le call box, ou bien tu deviens artiste. Donc nous sommes dans la débrouille, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de place, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas trouvé quoi faire en fait. Et c'est comme si dans le motoman, avant de prendre un client, devait appeler sa fédération, qui doit valider, et le ministre est envoyé au ministre des Transports, oui. Qui doit maintenant en plus accepter qu'il porte le client pour qu'il se fasse payer afin qu'il puisse prendre une taxe dessus. Donc voilà, moi, l'image que j'ai de ce décret ou de cette loi, en fait. Alors, beaucoup estiment que cette nouvelle loi qui organise un peu le secteur de l'art et de la culture au Cameroun est un moyen pour l'administration de caporaliser l'environnement culturel au Cameroun. Ce n'est pas ce que pense le gouvernement qui, dans l'exposé des motifs de cette loi, dit qu'il est question de contribuer à structurer le mouvement artistique et culturel du pays à travers la création de véritables entreprises culturelles et partant à professionnaliser ce secteur potentiellement pourvoyeur d'emplois et de richesses. Vous n'y croyez pas dans cette intention? Dites-moi un peu, ils ont vu ça où? Est-ce qu'ils ont copié quelque part ou c'est des génies qui ont inventé quelque chose que tout le monde va maintenant copier? Ils ont vu ça où? Où est-ce qu'on a organisé la culture de cette manière-là? Je pense que s'il faut faire ce que les pays qui ont défendu leur culture font, la première chose, c'est de faire une politique culturelle. Oui. C'est une politique culturelle qui définit le cadre. Oui, la politique culturelle peut aussi passer par des lois qui régissent le secteur culturel, non? La caporalisation dont tu parles, mais oui. La politique culturelle organise tout. Elle organise tout, dont le statut de l'artiste. Oui. Donc, on ne peut pas encadrer l'artiste sans savoir qui il est. Ou bien, qu'est-ce qu'on veut faire même de l'art? Qu'est-ce que la culture? Moi, je prends toujours le cas du Québec, qui est un très bon exemple de politique culturelle. Allez sur Internet, tapez politique culturelle du Québec. Parce que voilà des gens entourés d'Américains qui parlent anglais, qui essayent de sauvegarder leur culture. Et donc, copier tout simplement, parce que nous avons les mêmes problèmes. C'est-à-dire que notre culture est menacée. Il n'y a rien à dire là-dessus. La culture, nos langues, etc. Dans tout, il n'y a pas besoin les chaînes de télévision, les canaux plus et tout. On comprend très bien que nous avons beaucoup de mal à ramer, en fait. Et nous voyons bien dans nos familles, partout, les enfants parlent moins de langues, etc. Donc, nous devons d'abord définir ce que c'est. Qu'est-ce que nous voulons être d'abord? Et quand je dis que la culture, c'est nous, c'est qu'il y a une vision de ce que une société a envie de devenir. Et à partir du moment où on a défini ce qu'on a envie de devenir, on crée donc le cadre. Bon, moi, à mon avis, je pense que ce qui est difficile pour ceux qui ont pensé ça, parce que vous savez, quand il y a une loi, elle porte le nom de quelqu'un. Oui. C'est la loi de qui? Personne n'assume cette loi. Voilà. Enfin, c'est la loi du gouvernement. C'est la loi du gouvernement, comme toutes les lois au Cameroun. C'est à peine même si on a prononcé le nom du ministre de la Culture. Et je dis, mais quand même, un ministre de la Culture dont on se souvient qu'il a été artiste, moi je me disais, c'est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas que l'artiste soit neutralisé par un ex-artiste. Je sais pas, il n'existe pas d'ex-artiste, on est toujours artiste. Donc lui, même s'il refuse, il est artiste. Donc je pense que quelque part, je pensais qu'il allait avoir une proximité, qu'il allait avoir des débats, mais rien.
Et j'ai l'impression que c'est ça qui est d'autant plus grave. Oui. Cette loi doit s'appeler la loi Bidon-Pat, parce que quelque part, c'est lui qui porte cette loi. Donc maintenant, pourquoi il n'y a pas de discussion avec lui? Parce que, allons-y, on peut se cacher derrière les technocrates du ministère. Oui. Et je pense que cette discussion-là, on est presque en train de regretter la débrouille, c'est-à-dire le laisser faire, puisqu'on s'est dit finalement, un artiste trouve son plan, il part en Allemagne, il va jouer là-bas, il revient, il nourrit sa famille. Ah, maintenant, il faut passer par le ministère. Donc, je me dis, je ne comprends pas, si un secteur était bien géré au Cameroun, si on gérait bien les choses, parce que, je ne sais pas, il y a le football, on dit, ah, ça ne se passe pas bien, on vous dit, ah, la justice, ça ne se passe pas bien, vous prenez n'importe quoi, ça ne se passe pas bien. Donc, maintenant, comment on peut vous croire que c'est sur la culture que ça va bien se passer? Donc, moi, je me dis, quelque part, il faut un peu d'humilité quand même, et puis surtout, comprendre que la culture, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'idée d'organiser le secteur, oui, mais pas comme le football, parce que je crois qu'ils font comme les fédérations, oui. Ils ont copié ça dans le sport. Mais nulle part au monde, personne ne fait ça comme ça. Je veux dire, moi j'ai quand même fait le tour. Je n'ai jamais vu ce modèle de fonctionnement pour la culture. Alors, le ministère de la Culture, à travers cette nouvelle loi, organise les associations artistiques et culturelles en 4 catégories. Il y a les compagnies, les unions, les guildes et puis les fédérations. Alors, toutes ces catégories-là doivent préalablement à leur existence, à leur fonctionnement, obtenir un agrément du ministère de la Culture. Est-ce que c'est une loi qui est sur la loi des associations du Cameroun en général? Alors justement, donc, voilà. Le secteur de la culture sort du cadre de la loi de 90 sur la liberté d'association. Donc il y a une loi maintenant qui régit spécifiquement le secteur culturel, qui n'est plus régi par la loi de 90. C'est sûr ça, légalement, parce qu'il faut voir maintenant ce que la loi dit. Parce que si maintenant, on est capable maintenant de prendre une loi et d'en créer une autre, ou une association culturelle sort, est-ce que la loi de 90 est annulée totalement? Non, ou bien que pour les artistes? Voilà, c'est justement ce secteur-là qui sort de la loi de 90. Parce que la loi de 90, c'est d'abord sur les libertés. Oui. Et les artistes sont des gens qui s'expriment. Donc, ça veut dire quoi? Si on sort des gens qui étaient libres du cadre légal qui les protégeait, pour les mettre dans un autre cadre, qu'est-ce qui garantit maintenant la liberté? De quoi avez-vous peur aujourd'hui en tant qu'artiste au regard de cette loi? Moi, j'ai pas peur. Moi, je pense que tout simplement, nous sommes... Pas vous forcément, mais les artistes, de quoi devraient-ils avoir peur? Non, moi, je pense tout simplement que ce qui, jusqu'à présent, est comme, disons, l'énergie vis-à-vis de la culture, c'est un peu l'abandon. Oui. C'est l'abandon. C'est-à-dire qu'on veut donner le sentiment qu'on fait quelque chose, et pour faire quelque chose, il y a besoin de moyens. Il n'y a pas de moyens du tout. Tout ce qu'on trouve, c'est les lois. Donc je pense que c'est une façon de se cacher, en fait, derrière l'abandon du secteur. Le secteur abandonné, je m'amuse toujours à dire que quand les télécoms sont arrivés, on n'a pas laissé les associations d'artistes s'engueuler, de télécoms s'engueuler pour trouver le cadre dans lequel ils allaient exercer. L'État a créé une espèce de politique, une feuille de route, où donc les acteurs du secteur des télécoms, parce que ça valait des milliards, devaient s'arrimer. Ils ont créé l'ART, etc., etc. C'est la même chose, sauf qu'on ne sent pas. On ne sent pas une espèce de cadre, ça pourrait être une agence d'ailleurs aussi, pour tout ce qui est culturel, mais on est au ministère là, on est dans des lois qui plutôt demandent à l'artiste de se conformer, alors que quelque part, ils n'ont ni les moyens du secteur des télécoms, mais on voit bien que c'est l'abandon. Donc moi je pense que et c'est un peu la partie qui, je dois le dire, parce que moi j'ai proposé un pacte culturel au candidat à l'élection présidentielle de 2018. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait en 2011. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que je peux faire, c'est de dire, voilà, je suis quelqu'un de la culture et que la culture ne peut pas s'organiser sans le politique. Et je me suis dit, il faudrait peut-être leur donner des idées. Donc, j'ai proposé en disant, moi je vais soutenir celui qui va signer mon pacte en disant, si je suis président de la République, je ferai ceci pour la culture. Donc, en 2011, personne n'a été intéressé. J'ai remis... À personne sur les 23 candidats? Personne du tout. Je crois que bon... Incroyable. La culture, ça leur dit rien. Et même sur pour la deuxième fois en 2018,
Ils étaient 9. Oui, j'en connais beaucoup. Il n'y a que Maurice Kamto que je ne connais pas du tout, qui m'a appelé et qui a signé le pacte. Alors, comment expliquez-vous cela? C'est de la légèreté de la part des candidats ou alors c'est votre projet qui est porteur d'une certaine dangerosité? Tout était écrit. C'est juste comment on peut essayer de booster la culture, c'est tout. Une des idées simples, c'était que nos ambassades deviennent comme des centres culturels camerounais, tout simplement parce que les lieux de spectacle, d'exposition pour des artistes camerounais dans le monde, c'est pas facile. Donc on s'est dit, bon, il y avait des choses assez simples, hein, c'était en 7 points, je crois. Bon, je pense qu'il n'y a pas de vision. Je pense qu'on gère tout sans vision. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas. Bon, peut-être qu'on attend que le président de la République voit quelque chose avant que tout le monde s'engouffre. Mais je pense qu'il n'y a pas de vision. Et à partir du moment où il n'y a pas de vision, évidemment, on ne va nulle part, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable direction. Et je crois que c'est ce que je ressens. C'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire que vous allez même critiquer. On dit, vous critiquez quoi? Puisque tout il n'y a rien. Donc on va faire une petite fête, on va appeler les artistes, on dira la culture camerounaise est vraiment bien, tout ça. Bon, donc il n'y a rien, donc ça ne compte même pas. Quand je parle de 0,08%, c'est aussi ça, c'est zéro. Je m'amuse souvent à dire quand l'idée de la culture, c'est quand les hommes sérieux ont fini de parler, ils se disent il n'y a pas des femmes là pour venir nous amuser, il n'y a pas un artiste ici. Voilà. Donc vous comprenez que ça compte pour rien. Alors, le pompon, pour certains artistes dans cette loi-là, c'est l'article 55 qui dit que désormais, pour qu'une association culturelle obtienne des financements de l'étranger, il va falloir obtenir l'autorisation préalable et formelle du ministère de l'administration territoriale. Alors, on connaît l'apport que certains pays étrangers, à travers un certain nombre d'organismes, on donne à des festivals au Cameroun et tout. Une telle disposition, quelles peuvent en être les conséquences? D'abord, ça montre un gouvernement de prédation. C'est-à-dire que autant de prédation sur sa propre population. Oui. C'est-à-dire que la corruption basique du fonctionnaire sur le petit citoyen, c'est de la prédation. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre, ils sont là pour prendre, pas pour donner, pas pour servir. Donc, ils prennent toutes les miettes. C'est-à-dire que même les miettes de l'artiste, il faut que le gouvernement, avec tous les fonctionnaires qui sont quand même bien lotis, viennent prendre le peu que les artistes ont. Donc, pour moi, c'est l'esprit de prédation, en fait, sur ses propres populations, sur nos propres populations, que ce régime et que ce gouvernement est en train de mettre en place. C'est ça, cet article. Oui, mais on n'a pas dit que le ministère de l'administration territoriale va prendre cet argent. Hein. Ça, c'est autre chose. Il donne seulement l'autorisation pour... Vous savez, chez nous, on dit l'ami met de l'œil. Quand on met l'œil, l'œil qui a vu. Vous comprenez qu'en fait, il y a quelque chose. C'est un esprit derrière. Je ne sais pas comment... S'il y avait de la générosité, excusez-moi, s'il y avait de la générosité, on serait dire, ah, génial. S'ils arrivent à trouver de l'argent, tant mieux. Oui. Nous, ça nous soulage, puisqu'on n'en a pas assez, on ne peut pas donner. Le fait, et vous connaissez nos fonctionnaires, celui qui va signer ce papier va prendre sa part. Je n'ai pas besoin de raconter mes déboires souvent avec le comptable du ministère de la Culture. Donc je vous dis très bien que vous savez que celui qui devra signer ce document va prendre sa part. Nous connaissons le Cameroun. Oui. Donc je crois qu'à un moment donné, cet esprit de prédation, c'est ça qui doit cesser. Je trouve que quelque part, on arrive déjà à... Déjà, les gens sont exsangues, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tu vois, les gens galèrent, ils vivent avec rien. Le peu qu'ils arrivent à trouver, parce que ici, on ne les regarde pas, il faut encore que... parce que l'argent des fonctionnaires, c'est l'argent des Camerounais. C'est des parasites, c'est-à-dire qu'ils vivent sur le dos des Camerounais. Donc les voitures qu'ils ont, peut-être qu'ils rendent un service, mais nous regardons, il n'y a pas de service. Donc, quelque part, ce parasitisme de l'État, des individus, quelque part, c'est ça qui doit s'arrêter. Donc, quand maintenant ils trouvent que ça ne suffit pas, ce qu'ils ont, leurs privilèges, parce qu'il faut dire, les petits privilèges, c'est colonial. C'est-à-dire que quand le blanc nous donne la fausse indépendance, il nous donne des privilèges. La génération qui est venue remplacer les Oumiobe et les autres, c'est les voitures qui ont fait qu'ils sont tués devant le fait qu'on a massacré tous les autres. C'est les privilèges dont nous sommes victimes depuis quand la transition s'est faite, quand le colon part. Il laisse une génération avec des petits privilèges. Ce qui est minable, c'est que l'Africain se contente des petits privilèges. C'est un peu comme celui qui a vendu son frère parce qu'il avait de l'or. Oui, donc nous continuons en fait cette narrative. Donc ces petits privilèges-là, le fameux article 2, c'est ça qui fait que finalement, on pille les nôtres. Nous vivons sur le dos des autres au lieu d'être humbles.
au lieu de se cacher parce que nous sommes des parasites de la société parce qu'on est fonctionnaires. C'est nous qui sommes arrogants, c'est nous qui sommes prétentieux et c'est nous qui, en fait, écrasons les autres. Parce que nous vivons sur le dos des Camerounais. Donc, moi, je crois que ce genre d'articles, en fait, ce genre de choses, il faudrait quand même que les gens le lisent, l'interprètent sur le plan historique. Parce que c'était un gouvernement de prédation, un système de prédation, parce que on crée la richesse, on est censé créer la richesse, mais voilà un pays qui a du mal à créer la richesse, parce que c'est ça qui fait la prospérité d'un pays. Donc on a du mal à créer la richesse. Donc, du coup, la seule richesse ici, c'est la richesse de prédation. Vous entendez quelqu'un construit, il est douanier, machin. Mais c'est quoi ces histoires-là? Il est agent des impôts. Vous comprenez que quand même, on a un problème. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que... Il faut plutôt qu'on soit dans une dynamique de création de la richesse pour que tout le monde puisse gagner, y compris le fonctionnaire. Mais non, on a oublié ce côté-là. L'artiste crée la richesse. Excuse-moi. Quelqu'un qui vient de son village, qui se met à faire baba avec la bouche, et qui fait un spectacle, 1 million, on l'appelle à l'étranger, 2 millions, il a créé la richesse avec sa bouche. Oui. Le fonctionnaire ne crée rien. C'est un esprit. Moi, je parle même de la république culturelle. C'est-à-dire que comment se développer en étant nous-mêmes et en produisant la richesse à partir de ce qu'on est. Vous avez vu avec le Covid, on se souvient qu'on a des plantes. Est-ce qu'on ne va pas vers une bureaucratisation excessive du secteur culturel au Cameroun? Moi, je pense qu'il est dans la débrouille. Il faut dire la vérité. Vous parliez tout à l'heure des difficultés que vous avez, par exemple, à obtenir des choses du comptable du ministère, après les autorisations qu'il faudra donner aux unions, aux fédérations, ainsi de suite. Il y aura toute une paperasse administrative à remplir. C'est un peu une bureaucratie excessive, ça. Mais le problème est que la réponse, parce que c'est une réponse que l'État doit donner à la situation de l'art et de l'artiste au Cameroun. C'est ça dont il est question. Quelle est la réponse? La réponse devrait être la création de la richesse. Oui. C'est tout. Moi, je pense que simuler, va dans une banque, demande un découvert, si tu es artiste, laisse tomber, tu vois. Bon, encore que les motomanes, on les a laissés, au moins ils n'ont pas besoin de carte d'identité, parce qu'on a peur de la révolution. Au moins les motomanes, bon, nous sommes dans la débrouille, il faut dire la vérité. Oui. Nous sommes comme les mecs qui vendent les masques en route et tout ça. Donc au fond, maintenant, cette liberté-là, au moins, fait que bon, les gens se disent, bon, tant qu'on nous laisse tranquille, nous on se débrouille. Oui. Mais au lieu de... C'est comme si on demandait qu'on va réglementer les motomanes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est pire, c'est comme si l'artiste est inoffensif. Oui. Tu vois, c'est vraiment la proie, c'est vraiment c'est très facile finalement parce que l'artiste, on lui donne une bière, une invitation et tout ça et puis il sera content et tout. Voilà le regard qu'on porte sur l'artiste. Et je pense que ce qui est grave, c'est vraiment comment je peux dire, c'est de taper sur le plus faible en fait finalement. Et celui qui quand même, je sais pas qui, il y en a qui sont mariés grâce à une chanson, tu vois, grâce à un chanteur, qui ont trouvé leur femme, qui ont fait des enfants et qui ont eu le bonheur grâce à quelqu'un qui a chanté. Et je ne comprends pas comment c'est possible qu'on puisse demain raconter notre histoire. Parce que la bureaucratisation veut aussi dire la mercantilisation. Oui. Parce qu'ils veulent l'argent, tous ces gens-là. Que même la corruption, c'est l'argent. C'est-à-dire dont il est question. Comment on va faire si on doit raconter notre histoire, l'histoire du Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé avec les Allemands, par exemple? Si ça ne rapporte pas d'argent, on va mettre ça de côté. Oui. Parce qu'on ne pourra pas aller le vendre, parce qu'on ne pourra pas payer, etc. etc. Donc, c'est une vision d'abord de la culture, une définition de la culture dont il est question. Et je pense que sans vraiment vouloir dire un peu des choses méchantes, je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'ignorance, en fait. Il y a beaucoup d'ignorance. Parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir une discussion avec le ministre de la Culture et qu'il peut défendre cette loi-là. Oui. Alors, en quoi est-ce que des associations libres et indépendantes représentent une menace pour le pouvoir ? Pour qu'on voit dans cette loi, cette volonté vraiment d'avoir une mainmise sur les associations culturelles. Le nombre de fois où j'ai vu dans cette loi-là le thème « obtenir une autorisation, obtenir un agrément de ci préalablement à telle chose » et tout, on a l'impression que le pouvoir redoute les associations culturelles indépendantes. En quoi? Moi, je ne dis pas du pouvoir, je vais dire bidon patin. Il faut dire, c'est lui qui redoute. Parce que moi, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y a une volonté beaucoup plus large que ça. Il fait partie d'un gouvernement. Oui, mais je pense quand même qu'il faut dire, parce qu'on a souvent... Parfois, on donne le nom de la loi à la personne qui a initié la loi. Il faut nommer la bête. Donc, voilà, moi je pense que c'est important quand même qu'il nous dise en quoi on menace, lui l'artiste, lui l'ancien artiste, si ça existe, en quoi on menace, l'artiste menace, disons, ce pays-ci. Parce que quand on voit qui menace ce pays, regardez ceux qui sont en prison, ce sont ses collègues. Donc, regardez qui on a, parce que regardez bien qui menace vraiment le pays. On connaît les points de menace. La culture n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité. Donc,
je ne suis pas sûr que c'est une volonté beaucoup plus large. Enfin, j'aimerais qu'on me convainque là-dessus, en fait. Hein. Bon, maintenant, je pense que l'artiste est libre. Et la liberté gêne beaucoup, en général. Parce qu'à un moment donné, l'artiste, quand il a bu ses 2 verres ou quand il est dans son truc, il va dire ce qui est la vérité. Il se lâche. Et moi, j'ai beaucoup aimé Fela comme artiste. C'est un modèle pour moi que j'aime beaucoup, pour une raison simple. Si vous écoutez toutes les chansons de Fela, je crois qu'on en a recensé 16 sur une vingtaine, toutes ont été visionnaires. Fela est le premier qui dit qu'il y a la corruption en Afrique. Oui. Et on l'arrête pour ça. C'est lui qui dit que les gouvernements militaires, c'est pas bon. Oui. On l'arrête pour ça. Je veux dire, vous allez voir la liste, la zombification du peuple. Oui. La démocratie qui n'en est pas une, crazy démocratie. Voilà. Fela a tout vu. Si nous étions dans des pays qui veulent avancer, il fallait prendre ces idées de Fela et s'assurer qu'on ne tombe pas dans ses travers. Donc il était visionnaire. Il a vu ce qui allait plomber l'Afrique. Et il a vu, il y a, disons, bien avant que même l'ONU commence à parler de corruption, etc. Oui. Donc je pense que, en plus de ça, il faisait la bonne musique. Oui. C'est-à-dire qu'il a inventé une musique qui était moderne, africaine. C'est-à-dire qu'une musique pas forcément ancestrale, il a pris une musique, l'afrobeat, il a pris une musique moderne, et puis il en a fait une musique africaine contemporaine. Ouais. Donc, après il a eu ses déboires, l'histoire de mariage, des danseuses, de polygamie et tout ça là. Mais pour l'excuser, moi j'ai dit, il cherchait un modèle économique. Il a créé le Shrine, une boîte de nuit et tout ça, donc à la Couta République et tout. Il essayait en fait de survivre, d'être autonome en Afrique. Ouais. Et il y avait ce côté fantasque du personnage. Macron est allé au Shrine, justement dès qu'il est arrivé à Lagos. C'est vous dire que quelque part, Fela a œuvré quand même pour créer la richesse avec son corps, avec son talent, bon. Donc il a essayé, malgré toutes les forces, on a tué sa mère, on a fait... Vraiment c'était horrible quand tu vois l'histoire de Fela. Je pense que quelque part, il incarne, disons, le mythe, tu vois, de l'artiste africain. Tout le monde ne va pas être Fela, mais il y a un peu de Fela dans beaucoup d'artistes, en fait. Oui. Et je crois que quand on est fâché parce qu'un artiste a réussi à se faire inviter en Suisse, à tel endroit, au Cameroun, on boude un peu parce que lui peut voyager, un vaurien, il y en a qui disaient les illettrés, etc., etc. Alors que, bon, voilà, nous, fonctionnaires, on n'a pas les mêmes petits privilèges. Oui. Je ne comprends pas d'où ça vient, ça. C'est-à-dire que, moi, je me suis retrouvé, quand j'ai le prix Klaus, la reine, elle a abdiqué au profit de son fils, la reine de Hollande. Quand on a fini la cérémonie de remise de prix, elle a demandé qu'il faut que le Camerounais attende. Donc j'étais le Camerounais qui devait attendre. Et je ne comprenais pas, on me dit non, je reste là, j'attends. Donc ok, j'attends. Et puis la reine, enfin l'ex-reine, elle arrive, la reine Béatrice, elle vient, elle me salue, elle parle en français parfait d'ailleurs. Et puis elle me dit, j'ai été dans votre pays, et c'était fantastique. J'ai été à Fumban. Ah oui. Elle me dit, c'est pas possible. Un roi a inventé une écriture chez vous. C'était incroyable parce qu'elle voulait me dire ça. Elle voulait me dire l'admiration qu'elle avait pour mon pays, le Cameroun, oui. Parce que Njoya a inventé l'écriture, oui. Que nous n'utilisons même pas. Nous n'enseignons pas à nos enfants. Très peu de Camerounais ont vu à quoi ça ressemble. Hein. C'est la honte. Excuse-moi de dire ça comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences à te dire, mais c'est pas possible. Cette reine qui a tout vu, tous les merveilles du monde, parce que quand tu es reine, roi en Europe, tu as tout vu. Mais l'idée que Njoya a inventé une écriture, elle a voulu me le rappeler. En gros, me dire, vous êtes grand. Oui. Tu vois ça, et tu reviens ici donc, et tu entends donc ce que nous voulons faire de cette culture-là. Tu te dis, est-ce qu'il faut laisser ça comme ça? C'est-à-dire, pourquoi ça doit être comme ça? Parce que la personne qui décide de miner tout ça, il faut qu'elle te dise pourquoi, qu'elle te convainc. Oui. Pourquoi elle va faire ça comme ça? Le plus terrible, c'est quand même l'absence de débat qu'il y a eu dans cette affaire. Je suis impressionné que des artistes, dont vous-même et d'autres, n'ayez pas été mis au courant d'une telle loi qui se préparait. Une discussion préalable aurait été nécessaire quand même. Je pense que tout le monde se cache derrière Paul Biya, parce que je crois que c'est ça en fait le vrai bouclier. Oui. Moi je crois que c'est un peu ce qui se passe. C'est le minimum, discuter quand même d'une loi. Donc, quand on dit gouvernement, tu es contre Paul Biya, c'est ça. Donc c'est un peu ça finalement qu'on brandit, alors que c'est le ministre de la Culture. Oui, comme une espèce de croque-mitaine. Oui, il ne faut surtout pas... Bon, donc, c'est le ministre de la Culture qui devrait être artiste en plus.
il faut qu'on parle. C'est-à-dire, je crois que là, vraiment, le fait de ne pas parler, je ne comprends pas. Et je me dis, je ne suis pas sûr qu'il y a un complot plus large que ça. Alors, et la responsabilité maintenant des parlementaires, Jean-Pierre Bekolo, cette loi, malgré tout le tollé qu'on a observé dans la société, des voix se sont élevées contre cette loi pour en indiquer toute la dangerosité, mais la loi est passée comme une lettre à la poste, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. C'est quand même extraordinaire. Bon. C'est parce que je crois qu'on est dans la démocratie. C'est un peu ça que tu assumes. Oui. Enfin. Donc, bon, moi je dis toujours, allons-y, commençons par le commencement. Le Cameroun n'a jamais choisi de président depuis le début. Ahidjo a été nommé par les Français. Il traverse de Premier ministre à président de l'indépendance. Et puis Biaye est désigné, toujours nommé par Ahidjo. Donc, les grands symboles de la démocratie, nous n'avons pas vécu. Je vous dis très franchement, historiquement, nous ne sommes pas un pays qui a vécu une élection où quelqu'un a gagné. Et maintenant, aux affaires. Donc, ne nous faisons pas d'illusions, on a vu ça ailleurs. Toute la démocratie, on l'a expérimenté à travers d'autres expériences, dans l'expérience camerounaise. Donc, ce que vous voyez à l'Assemblée nationale, évidemment que nous ne sommes pas en démocratie. Les députés qui sont tous très sympas, j'en connais. Est-ce qu'ils exercent leur liberté, bon, donc vous comprenez très bien que nous sommes encore dans le parti unique, nous sommes encore dans la volonté du gouvernement, donc de Paul Biya, et qu'à aucun moment, il y a des discussions. Oui. Donc, je pense que c'est d'abord ça dont il est question. Et quand on dit que nous ne sommes pas en démocratie, il faut le dire, puisque si nous étions en démocratie, il y aurait eu discussion, il y aurait des députés qui auraient posé des questions, il y aurait aux ministres, etc., etc., avec tout ce qu'ils avaient comme support, puisque les voix se sont élevées. Donc, il y a quand même quelques voix marginales qu'on a pu entendre dans cette Assemblée nationale, mais visiblement pas suffisantes pour pouvoir faire bouger les lignes. C'est ça le principe même, non? Oui. Le principe, c'est de colorer un peu pour faire croire que nous ne sommes pas dans un pays libre, pour dire la vérité, démocratique. Donc, bon, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas une démocratie. Voilà. Merci Jean-Pierre Bekolo. Je vous propose, mesdames et messieurs, de prendre une petite pause et nous revenons dans quelques secondes pour la deuxième et la dernière partie de cette émission. Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Voilà, retour dans cette émission avec notre invité Jean-Pierre Bekolo. Il est cinéaste. Jean-Pierre Bekolo, je disais en introduisant cette émission que vous avez publié, vous avez fait des films quand même assez remarquables. L'un des tout derniers, si je ne m'abuse, c'est un court-métrage 2D
After, le jour d'après. Et j'avoue que ce film n'est pas facile à regarder. Vous avez utilisé une technologie qui n'est pas très courante. Expliquez-nous ça, The Day After. C'est quoi cette technologie que vous avez utilisée dans ce film? En fait, ça s'appelle VR, Virtual Reality. C'est la réalité virtuelle, oui, 360 degrés. Oui. Donc ça ne se regarde pas sur un écran, ça se regarde avec des lunettes. Donc vous pouvez vous retourner, tout ça. Et puis aussi, maintenant, avec votre téléphone, si vous n'avez pas de lunettes, vous avez téléchargé l'application YouTube tout simplement sur votre téléphone et vous regardez comme un YouTube classique. Et puis maintenant, c'est à vous de vous balader. Si vous voulez regarder le ciel, le sol derrière, devant. Mais juste pour préciser la raison pour laquelle j'ai utilisé cette technologie futuriste, quoi. Oui, c'est parce que en fait, le film, c'est le jour d'après. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu le jour d'après que nous attendons tous, puisqu'on attend le jour où finalement le président ne sera plus le président. Je pense que même si on n'ose pas trop le dire, même si parfois ça a été interdit de le dire, je pense que nous sommes tous un peu à la veille. Il y en a qui parlent de gré à gré, il y en a qui parlent de plein de choses. On sait très bien que nous sommes physiquement chacun, sans forcément appartenir à quelque chose ou au gouvernement ou à quoi que ce soit. Chacun se demande, doit même se demander qu'est-ce que je vais faire ce jour-là. Est-ce que je vais sortir en voiture, on va dire que c'est fini. Est-ce que je vais prendre plutôt les routes du quartier, déguisé en machin, genre en sport, tenue de sport. Comment je vais me comporter ce jour-là? Parce que quelque part, il y a comme une épée de Damoclès. Il y a une angoisse, parce que 38 ans, c'est pas peu. Donc pour nous, l'idée de dire qu'est-ce que je vais faire ce jour-là. Donc le film, c'est quelqu'un, ce jour-là, qui est fonctionnaire, qui donc apprend que ça y est. Donc, c'est tout ce qu'il doit faire, toute sa réflexion avec sa femme, que nous allons vivre en fait. Alors et justement, ce couple qui, c'est vraiment les acteurs principaux de ce court métrage, on se rend compte que c'est des gens qui profitaient quand même des privilèges du système et qui n'avaient pas prévu que tout cela pourrait s'arrêter un jour. Donc effectivement, il y a une angoisse qui se voit dans le couple avec, voilà, qui se pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah oui, je pense que c'est nous tous. Oui. Franchement, parce qu'on dit que être intelligent, c'est anticiper. Ne pas anticiper, donc, ça veut dire c'est être stupide et bête. Oui. Quand on se lève le matin ou quand on se couche le soir, on voudrait savoir ce qu'on va faire le lendemain. Donc, à un moment donné, on dit aux gens, non, ne pensez surtout pas à ça. Donc, la réalité virtuelle fait une immersion, en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous êtes au cœur du film. Donc, parce que c'était une façon de dire, bah, nous sommes tous concernés. Oui. Donc, il faut qu'on se mette en situation. Et on dit aussi que la plupart des crises deviennent violentes parce que les gens n'ont jamais anticipé. C'est-à-dire que ça dégénère toujours parce que la panique, parce qu'on n'a pas anticipé qu'un jour, le président peut partir. Donc, il y aura des réactions un peu épidermiques, des réactions passionnées qui risquent de créer des problèmes. Donc, je pense que c'était presque un entraînement. Nous devons chaque jour s'entraîner. Se dire, et si ça arrivait? Voilà, voilà. Donc qu'on puisse déjà avoir un comportement qui ne serait pas un comportement excessif ou extrême. Voilà. Alors votre acteur principal, l'excellent Valérie Ndongo, alors on observe dès le début du film qu'il n'arrive même pas à se plaindre des problèmes d'eau qu'il a chez lui parce qu'il serait de l'ethnie du président. Là aussi, on est un peu moins dans le virtuel que dans la réalité, non? Oui, bon, c'est vrai que c'est un film qu'on a tourné déjà il y a quelques temps, mais c'est vrai que cette idée de ce blocage, et sa femme, qui est jouée par Meng, qui est aussi une bonne actrice. Oui, très bonne actrice. Ce qui est pas mal, c'est que qu'elle dit à un moment donné que on n'avait même pas le droit de penser à ce jour. Ah, et ça c'est fort quand même. C'est-à-dire que maintenant, tu me demandes qu'est-ce qu'on fait. On n'a jamais le droit de penser. Dès que c'était évoqué, il fallait penser. Et si on se taisait nous-mêmes, on s'auto-censurait. Donc, au moins, c'est-à-dire que là, maintenant, tu me demandes qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que Marie lui demande, alors on fait quoi? Il dit, on n'a jamais eu le droit d'aller jusque-là, dans nos têtes. Donc, et c'est un peu ça, quelque part. Donc, je me suis dit, le cinéma, c'est quand on ne peut rien faire. Moi, je fais des films parce que je ne peux rien faire d'autre. Alors, j'avoue que je suis impressionné quand vous me dites que ce film, vous l'avez fait il y a au moins 2 ans. Oui, 2 ans. Oui. Alors, c'est d'une étonnante actualité. C'est-à-dire que vous êtes projeté.
Je ne suis pas sûr qu'il faut vraiment être visionnaire pour comprendre ce qui nous arrive. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Mais ce qui est important, c'est quand même de se pencher sur nos problèmes et d'essayer de voir comment désamorcer tout ça. Parce que moi, c'est un peu ça. Comme je dis, le cinéma, je ne sais pas s'il est capable de faire quoi que ce soit. Et puis les gens ne regardent même pas de toutes les façons. Bon, voilà. Mais toujours est-il qu'au moins, l'exercice est de dire, est-ce qu'on peut, en amont, anticiper et désamorcer les crises futures éventuellement. Bon, si on arrive à faire ça, ce serait génial. Mais bon, pour l'instant, nous, c'est ce qui nous occupe. Et puis, bon, pendant que les autres font ce qu'ils font, nous aussi, on fait ce qu'on fait. Oui. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Je vais vous proposer, mesdames et messieurs, de regarder un coup extrait de ce film et nous revenons juste derrière. Regardez juste un extrait de ce film et nous en reparlons. Quoi? Il fallait bien que ce non-sens se termine un jour. Ça faisait longtemps que je m'imaginais ce moment. Je n'arrive pas à le croire. Tu t'imaginais quoi? Tu attendais ce moment. Ce chaos pour nous et tout ce qu'on connaît. Je ne sais même pas si j'ai encore un emploi. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons simplement faire comme les autres. Avancer. Nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous appartenons à l'ethnie du président. Et puis quoi? Ça nous a donné l'eau? Ça m'a donné mon poste. Tu te trompes. Ton village n'est pas mieux loti que les villages de ces autres personnes qui ne sont pas de la même ethnie que le président. Hein? Oui, mais je n'ai pas été préparé à tout ça. Quoi? Dis-moi, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir d'ici. Avec le départ du président, c'est toute la structure même de l'État qui se trouve ébranlée. Avec toutes ces années au pouvoir, la figure du président a fini par remplacer celle de l'État. Le président était devenu l'État, personne n'était plus au service de l'État, mais plutôt au service du président. La question qui se pose à nous tous en ce moment est celle de savoir comment redonner à cette institution son pouvoir. Comment éviter de reproduire cette personnalisation de la gestion de l'État. Ça change. Hein? Parce que... Vois mes yeux. Chef, le pouvoir ne doit pas nous échapper. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on dit ici? Je dis que le pouvoir ne doit pas nous échapper. Oui. Je parle en termes propres. Hein? Notre fils est là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Tout ce qui se passe là, il faut comprendre. Hein? D'accord. Chef, vraiment, on a géré ces choses-là pendant longtemps. Le pouvoir est resté chez nous pendant longtemps. Si ça va chez quelqu'un d'autre, où est le problème? Laissons les autres gérer. C'est pour le bien du pays. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était là un extrait de votre court-métrage de Day After, le jour après. On observe quand même, Jean-Pierre Bekolo, que votre film a une charge subversive, comme on l'aurait dit autrefois, a une charge subversive assez forte. Vous avez fait le président, ou comment savoir quand il faut partir. Maintenant, vous faites The Day After. Il y a toujours en toile de fond cette question de l'alternance qui semble être une grande fixation pour vous. Alors, pourquoi est-ce que l'alternance, selon vous, serait la panacée? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même dire, j'ai aussi fait autre chose. Oui. J'ai ce film, Les armes miraculeuses, Miraculous Weapons, qui a le prix Samuel Ousmane of Espaco. Oui. J'ai quand même la série qui est passée le mois dernier sur TV5 Monde, Our Wishes, sur l'histoire coloniale allemande. Donc, je ne fais pas que des films sur l'alternance. Absolument. Bon, maintenant, c'était bien de le dire. Maintenant, je pense que le cinéma, malheureusement, il est un peu bourgeois. C'est-à-dire qu'il vient quand tout est fini. C'est-à-dire que quand, dans quelques années, ça sera fini, on va raconter l'histoire de Paul Biya, c'est génial. Alors vraiment, je trouve que non. Le cinéma doit, lui aussi, faire comme vous, les journalistes, vous entrer dans le débat.
Il doit participer au débat. Je trouve que pour... Faire l'histoire du présent, c'est ça? Voilà, mais en même temps, il n'a pas la prétention de dire la vérité ou d'être définitif. Hein, parce que ce qu'on dit n'est pas définitif, on spécule. Hein. Mais je pense que le fait que le cinéma attende que tout soit fini pour dire « Ah, Idi Amin, c'était quelqu'un de comme ça. Ah, Mobutu était quelqu'un de comme ça. » Je trouve que c'est un peu... quand je dis être bourgeois, ça veut dire qu'il se met dans une zone confortable. Du coup, moi, le cinéma que je fais, du coup, dans ce contexte expérimental, c'est-à-dire que même le langage du cinéma, tu le réinventes. Parce qu'il faut le trouver. C'est pour ça que j'ai fait la virtual reality, par exemple. C'est pour ça que dans Le Président, il y a un jeune de mes étudiants syriens, parce que j'ai dû faire des cours en ligne à l'université de Darmstadt pendant le confinement. Donc, il y avait un étudiant syrien qui m'a tellement remercié parce qu'il m'a dit « Je ne sais pas comment faire mon film en Syrie. Je crois que là, le président m'a donné le modèle. » Donc, c'est des formes d'écriture nouvelles. Et c'est ça que j'aime dans le fait d'entrer dans le débat, c'est que tu ne peux pas écrire le cinéma de manière classique. Donc, tu dois réinventer le langage qui permet de dire ces choses-là, puisque c'est encore en cours. Donc, pour moi, c'est un peu ça, en fait. Et je pense que, déjà, si on discute au niveau général, le cinéma n'est pas fini, il est encore à réinventer. Bon, maintenant, c'est toujours le commerce qui a fait que le cinéma, maintenant, nous commence à nous produire en chaîne une espèce de style de film. Oui. Mais nous, quand on est africain, quand bien même tu fais comme les Blancs, disons, tu n'as pas des retombées. Hein. Moi, j'ai été nominé avec Tarantino la même année. On a commencé la même année. Lui repart aux États-Unis. Moi, je reviens au Cameroun. Vous comprenez qu'il n'y a pas match. Mais toujours est-il qu'on aime ce qu'on fait et qu'on pense que ce qu'on fait est important. Et que si on a même été nominé, c'est parce qu'au fond, en termes de ce que nous faisons, nous sommes à égalité, voire peut-être même plus avancés. Donc, le problème n'est pas forcément la partie business, mais c'est la partie écriture, la partie langage du cinéma, et que nous, avec notre culture africaine, avec ce que nous vivons, nous pouvons proposer un cinéma, une cinématographie qui donne même le ton sur le plan mondial. Donc moi, c'est un peu ça, ma démarche. Donc ce que je fais, les gens pensent que c'est forcément lié aux politiques, mais je me sers un peu du contexte, parce que je n'ai pas choisi de naître au Cameroun, et je veux l'assumer, je ne vais pas fuir, je ne veux pas non plus prendre une identité qui n'est pas la mienne. J'ai dit, c'est peut-être aussi un don d'être là. Donc j'ai dit, voilà, comment cinématographiquement, je peux m'épanouir et je peux comment créer un cinéma qui se sert un peu de cette réalité-là et en même temps de mon regard sur cette réalité-là pour créer un langage nouveau. Alors, sortons du cinéma et revenons à la réalité camerounaise et je vous pose la question autrement. Est-ce qu'il suffit que Paul Biya parte pour que le pays aille mieux ou bien? Il va rester encore combien de temps? Dis-moi, parce que peut-être que tu es au courant. Tu sais combien de temps il va encore rester? Je ne sais pas. Il y a des appels du peuple pour qu'il soit candidat. Parce que le vrai problème qu'on a, je crois que nous défions la biologie. Moi, il n'y a pas au-delà de tout ça. Quand vous avez un bébé, vous n'avez pas attendre du bébé qui se met à marcher, parler, etc. Et quand vous avez un homme d'un certain âge, vous n'avez pas attendre lui aussi un certain nombre de choses. Je crois que la biologie, à un moment donné, est quand même quelque chose qui est de la science. Et d'ailleurs, le virus est là pour nous le rappeler. C'est-à-dire que nous pouvons être dans toutes les mythologies qu'on veut, mais à un moment donné, la biologie a sa réalité. Et comme les Anglais disent, les Américains, reality check. C'est-à-dire que ça vous ramène à la réalité. Donc, moi, je crois qu'au-delà de toutes ces spéculations, cette mythologie qu'on fabrique, essayons un peu d'être des êtres rationnels. Le blanc nous a toujours critiqué d'être irrationnels, d'être menteurs. J'ai presque l'impression de dire qu'ils ont raison sur plein de plans. Parce qu'en fait, quelque part, nous fuyons toujours la réalité. Vous parlez de la réalité. Oui. Et c'est la biologie, la réalité. Je veux bien, parce qu'on peut parler de réalité comme ça, mais quand on dit la biologie, c'est vraiment concret, quoi. Donc, je veux dire que nous fuyons toujours ça. Nous essayons avec la parole, parce que c'est pour ça qu'on dit qu'on est menteur. C'est-à-dire que quand vous nous écoutez, et que vous regardez notre contexte et ce que nous faisons, il y a quand même un décalage. Moi, j'adore le journal de 13h à la radio. Quand je reviens au Cameroun, j'écoute le journal de 13h. Il faut que je ferme les yeux, parce que si je sors et je vois le Cameroun qui a été raconté au journal de 13h, je dis, mais ça ne correspond pas. Le pays enchanté. Hein. Mais voilà, exactement. Je crois que quelque part, c'est ça l'origine du sous-développement. C'est-à-dire que l'incapacité à rapprocher notre analyse de ce qui se passe et de comment nous l'articulons. Jean-Luc Godard disait que lui, il est un cinéaste, mais il est un radiologue de la société. La radiologie, c'est le scanner. Et quand il y a la maladie, le scanner montre. Il ne va pas effacer, etc., etc. Et le diagnostic. Donc, nous devons être dans une espèce de culture de diagnostic. C'est ça la réalité. Et quand on fait le diagnostic, bon, évidemment, après,
tout le monde peut traiter. Parce que le radiologue, ce n'est pas lui qui soigne. Non. Il fait la photo, il fait le scanner et il envoie au médecin. Et n'importe quel médecin voit et peut donner le traitement. Je crois que nous sommes un peu dans le même problème. Donc nous avons exagéré le discours, la parole, quelqu'un même dit, parce que maintenant on dit toujours, tu salis l'image du pays. Oui. J'adore cette expression, tu salis l'image du pays. Donc c'est ce que tu dis. Tu dis que il y a les papiers, le sol est sale. On dit que c'est toi qui salis l'image du pays. C'est pas le sol qui est sale, c'est toi qui salis parce que tu as dit que le sol était sale. Donc vous voyez comment nous sommes l'aliénation, parce qu'il faut dire nos problèmes, hein. Si on ne dit pas notre mal, on ne pourra pas les traiter. Nous avons quand même beaucoup de problèmes d'aliénation. Donc nous sommes dans le cosmétique. C'est le maquillage. Parce que quand on dit du salis, donc il faut être beau, artificiellement. C'est-à-dire qu'on met donc la poudre, on met poudre, et puis, mais derrière, on ne fait rien. Donc je pense que c'est de rapprocher les choses. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on nettoie le sol, oui, il ne faut pas salir l'image du pays. Si tu as nettoyé le sol après et qu'on continue à dire que le sol est sale, là, il y a un problème. Quand même les étrangers nous critiquent, on dit, ah oui, il y a ceci, cela, je crois que c'est l'ambassadeur de France qui a dit, ah, il ne faut pas boire l'eau à Yaoundé. Oh, il salit le pays. Il veut déstabiliser le pays. Oui. Je dis, mais quand même, qui boit l'eau du robinet sans se dire que comment on se porte mon ventre et tout ça là. Je crois qu'à un moment donné, essayons quand même quand les autres nous critiquent, quand quelqu'un t'insulte, quelque part, demande-toi si toi-même tu n'as pas quand même. Et puis, oui, pour l'autre, tu t'améliores un peu, quoi. Donc, moi, je crois que c'est un peu des petites choses comme ça qui produisent au sous-développement une façon de raisonner et de regarder notre société qui pose problème. Vous êtes cinéaste, Jean-Pierre Bokolo. Essayons d'imaginer un happy end au film du renouveau. Alors, quel est pour vous le meilleur scénario qui garantirait la paix au Cameroun de l'après-Biya? Quel est le meilleur scénario qui pourrait nous éviter le moins de casse possible? Vous parlez de réalité, donc il ne faut pas que je sois dans la fiction. Parce que je crois que les acteurs de la société civile ont dit ce qu'il fallait. Je pense que beaucoup de gens quand même disent ce qu'on a dit. Vous avez vu avec la crise anglophone, on a tout dit. Qui n'a pas dit ce qu'il fallait faire? Moi, je pense plutôt que c'est de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que finalement, le happy ending, c'est que finalement, ces gens qui nous dirigent, moi je dis Paul Biya parce que, bon, il y en a qui disent qu'il est mort, je l'ai vu, bon, je dis Paul Biya parce que c'est quand même lui, donc voilà, tant mieux. Donc je veux dire que quand même, le président de la République, Paul Biya, finalement, je pense qu'il pense un peu à beaucoup plus que ces gens-là, en fait. Qu'ils pensent à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui viendront. Et je pense que tout le monde a une conscience. Je ne pense pas que c'est la personne qui n'a pas de conscience. Je pense que c'est quand même juste de penser un tout petit peu au Cameroun dans plusieurs années. Et puis, surtout ceux d'avant. Parce que, comme dans le jugement dernier chez les Égyptiens, on va demander qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'on vous a confié. C'est ça la vraie question. Et le happy ending serait évidemment que finalement, qu'ils mettent en place tout ce dont les gens rêvent. Parce que les gens ont des rêves. Ils chantent tout ça, ils le disent dans des speeches, les gens s'expriment, c'est-à-dire ils sortent ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc à partir de ce moment-là, qu'ils prennent un tout petit peu en considération tout ce que les gens disent. Parce que je crois que on ne fait pas une société seule et on ne peut pas être aveugle face à la peine, face à la douleur, face à la misère, face à toutes ces choses-là qui font que chaque jour, tu vois, des gens où ils regrettent, où ils fuient, où on dit ils insultent le pays. Tout ça, c'est de la peine, en fait. Moi, j'ai dit, on accuse ceux qui cassent les ambassades et tout. Moi, je pense que c'est la frustration. C'est-à-dire qu'ils sont en exil, ils vivent l'humiliation de ne pas être chez eux. Parce que quand vous êtes chez les Blancs, ils vous montrent que vous n'êtes pas chez vous. Donc, vous vivez cette humiliation au quotidien dans ces pays-là. Et puis, voilà, vous apprenez que là-bas, ça se passe comme ça. Donc, c'est la douleur, en fait. Moi, je crois que quelque part, tant qu'on ne comprend pas qu'il y a beaucoup de douleur au Cameroun actuellement et que quelque part, comment alléger cette douleur-là, la gouvernance a beaucoup à voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la gouvernance peut continuer comme ça et que la douleur des Camerounais, la frustration, l'humiliation va baisser. Donc moi, je crois que ce qui est important, c'est que celui qui est en charge prenne un peu cette dimension-là et des choses et sortent, disons, des petites tactiques, des petites stratégies à deux balles qui sont plutôt, qui ne sont pas une manière de s'inscrire dans l'histoire. Parce que c'est ça, s'inscrire dans l'histoire. C'est comment, historiquement, poser un acte historique qui permette que
on reparte. Et il y a beaucoup d'exemples. Franco en Espagne, Franco c'est la dictature. Il décide de revenir à la monarchie. Il prend donc le Juan Carlos qui est le fils de l'autre qui était toujours vivant, mais bon, et il décide que bon, on va sortir de la dictature comme ça. Bon, on a critiqué, mais n'empêche qu'il a posé un acte historique qui a fait que finalement l'Espagne est redevenue un pays normal. Alors, on va sortir par là. Vous avez votre série Awawishis passe sur TV5. Vous continuez à tourner quelques épisodes de ce film-là qui raconte un peu la colonisation allemande au Cameroun. Alors, Jean-Pierre Bekolo, c'est vrai, ce n'est pas forcément le thème du film, mais est-ce que vous faites une distinction nette, ou alors quelle est-elle la distinction que vous faites entre l'impérialisme allemand au Cameroun et celle de la France, dont vous dites dans la plupart de vos sorties que l'impérialisme français continue sur le Cameroun? Cette question-là, elle te revient tout le temps. C'est-à-dire que la question de entre les Français et les Allemands, qui étaient les pires, disons. On vous dit les choses. Le professeur Simon dit souvent, c'est choisir entre la paix, c'est le choléra. Bon, mais ce que, encore, je le cite toujours, parce que c'est lui qui le dit, et je suis d'accord, il dit, beaucoup de gens, en fait, pardonnent aux Allemands parce qu'ils savent pourquoi ils ont souffert. On a vu les routes, on a vu les voies de chemin de fer, etc. Mais avec les Français, on ne sait pas pourquoi on a souffert. Donc, quelque part, on a souffert pour rien. Et les Français n'ont rien accompli au Cameroun. Bon, je pense que ce qui est important, c'est nous-mêmes. Toujours. C'est-à-dire que malheureusement, l'esprit colonial français, l'Allemagne, ça fait très longtemps, puis ils sont partis en 1916, l'esprit colonial français a été tellement puissant qu'il perdure. Et puissant, peut-être on l'a aussi sous-estimé, mais l'indépendance, la vraie, aurait dû être un moment de renaissance. C'est-à-dire que le moment où on dit, bon, le blanc est parti, s'il est parti, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a un pays moderne, une république que le blanc nous a créé, certes, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne s'est jamais posé la question. Et c'est là où la culture revient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que nous-mêmes, moi j'aurais pensé que avant de faire une route, la culture, parce que après on comprend que les gens sèchent le cacao sur la route, et puis après les produits toxiques du cacao, de la route entrent dans le cacao, après il est utilisable. C'est parce qu'on n'a pas compris ce que c'est la route, on ne l'a pas intégré dans notre culture. Le zombie, puisque c'est le mot qui est à la mode, aurait dû expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la route. Donc tout projet de développement devrait avoir un volet culture, puisque c'est nous la culture. Et que quand le blanc arrive, il n'y a que le blanc. Et puis maintenant, il est arrivé avec le fouet, le sous-préfet. Donc, on croit que donc, voilà comment on va faire le développement avec l'idée du blanc et le sous-préfet. Et ça reste voilà. Donc, pourtant, c'est un mouvement de renaissance. Et il y a eu des mouvements de renaissance ailleurs. Moi, j'étais chez les Indiens, Morak, à la réserve à côté de Montréal. Après 2 générations, ils te disent que bon, ma petite fille ne parle pas parle Morak. Je ne parle pas Morak, ma mère ne parle pas Morak, ma grand-mère parle Morak. Donc là, on revient, et donc tous les livres, ils corrigent dans la librairie. Dès qu'on dit Christophe, qu'on a découvert l'Amérique, il barre, où nous étions là avant. Et il me demande pareil, il loue dans le livre, le Cameroun a été découvert par les navigateurs portugais en 1000. Il dit, mais vous étiez où avant? Bon, donc ces mouvements de renaissance existent, et on en a vu ailleurs. À un moment donné, on travaille pour qu'on annule. Comme je dis, le mec, il est assis à la librairie, à lire tous les livres, à la bibliothèque, et corriger les livres. Nous ne faisons pas ce travail. Donc, le projet colonial, l'aliénation, continue avec notre complicité, à cause des privilèges. Parce qu'il faut dire pourquoi. Parce que quand vous parlez aux gens, ils tous boivent le médicament de Cléda, parce que ça soigne, parce qu'ils boivent les coups et les machins, parce que là, on est menacé. Ça veut dire qu'ils croient quand même à la culture. Mais le problème est que être avocat, qui connaît le droit coutumier, ça te rapporte quoi? Rien du tout. Bon, alors que je suis sorti de la Sorbonne, tu vois bien que tu as tous les postes et tout ça là. Donc on comprend bien que notre culture est moquée, méprisée dans notre propre système. Ce n'est que parce qu'il y a eu un cas grave comme le Covid, là on va regarder, mais dès que ça va finir, on va revenir encore. Donc pour moi, c'est un peu ça l'enjeu en fait finalement. Donc le mouvement de renaissance, c'est de dire que revenons un peu essayons de mettre nos choses au cœur de notre vie, de notre système et de notre fonctionnement quotidien. Jean-Pierre Bekolo, merci. On en reste là. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine édition de Autant le dire. En attendant, continuez de vous abonner sur Naya TV à travers les liens qui s'affichent au bas de votre petit écran. À bientôt.